Bonjour. Quelles sont les conditions pour un nouveau bull run? Le halving a-t-il autant d'importance qu'on veut vous le faire croire? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors en commentaire notamment, vous pouvez me demander un altcoin à analyser. Et je rappelle, vous pouvez faire une demande d'altcoin prioritaire, c'est-à-dire en faisant un petit don. Pour cela, vous avez deux possibilités. Parce que des altcoins, j'en analyse maintenant, à partir de maintenant plus que un par jour, tout simplement parce que sinon les vidéos sont beaucoup trop longues. Et comme je ne peux pas analyser tous les altcoins qu'on me demande, si vous voulez passer en prioritaire et avoir une analyse plus complète, c'est-à-dire une vidéo dédiée à cet altcoin, vous pouvez utiliser les petits dons directement sur YouTube en faisant un don de 50 euros, ou alors de 25 euros, excusez-moi, ou alors faire une donation en crypto-monnaie, et là c'est seulement 20 euros. Et voilà, et je vous ferai une vidéo sur l'altcoin que vous avez choisi. Sinon, je vous rappelle aussi que cette semaine, pour fêter, enfin, et encore pendant encore 2 ou 3 semaines, pour fêter les 8000 abonnés, chaque semaine, il y a 20 euros de giveaway. Donc, pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous la vidéo. Voilà. Donc, aujourd'hui, grosse vidéo, du moins en longueur, j'espère pas, mais du moins en importance. Donc, asseyez-vous bien et on va pouvoir commencer en allant vers la cryptomap. Et la cryptomap du jour qui est plutôt mitigée. On a pas mal de vert, mais on a un peu de rouge aussi. On n'a rien d'extraordinaire, rien de foufou. En général, c'est plus 2, plus 5 ou moins 2, moins 5, à part XRD qui nous fait un moins 9%, et celui qu'on va analyser aujourd'hui d'ailleurs qui nous fait un plus 7%. CryptoFear, voilà, toujours pareil, hein, dans la zone des 40, entre les 44 et les 48. Ça fait 2 semaines, il n'a pas bougé, donc on ne va pas s'attarder dessus. Avant de passer au sujet principal du jour, on va aller jeter un petit coup d'œil quand même au Bitcoin, voir ce qui s'est passé au niveau du court terme. Donc, on va faire un petit rappel. On avait alors on a trouvé un potentiel bottom ici, du moins un bottom provisoire. On a eu une petite hausse jusqu'aux 27 000, pratiquement 500 dollars, dans une rising wedge. Donc, en général, c'est une figure baissière. On l'a cassé à la baisse. On est venu rechercher la zone que je vous avais donnée, si jamais on devait être bullish, eh bien on a fait une vague 1, la vague 2, elle revient en général à 70% des cas entre les 0,5 et les 0,618. On avait par la même occasion décrit une trendline baissière. On avait un niveau important ici en orange, hein, vous voyez une sorte de W. Donc je vous avais dit la possibilité de prendre un trade à la cassure ici ou ici. Ensuite, on est venu chercher le gros niveau qu'on a là, hein, la ligne blanche. On a rechuté, on n'est pas venu faire de plus bas, donc normalement vous êtes toujours, vous étiez toujours dans votre trade. Ceux qui avaient loupé, il y avait du coup une belle opportunité ici de rentrer en trade. Pourquoi? Parce qu'on est revenu chercher 4 niveaux importants, on est revenu faire un retest sur la trendline, sur les 0,5 et sur la petite trendline haussière en faisant encore un plus haut. Et je vous rappelle que quand on fait 3 plus hauts consécutifs, c'est un setup de trade. Donc ceux qui avaient loupé le premier trade ici pouvaient le reprendre ici ou attendre plus prudemment la recassure de ce niveau important pour faire un W et un autre W. Donc double W, et vous avez même eu l'occasion parce qu'on a refait un petit pullback ici. Donc trade à prendre, admettons le plus tardif ici, un stop sous le dernier plus bas, et l'objectif pouvait être dans cette zone. Donc rappelez-vous, hier je vous avais dit, prenez des profits. Ceux qui ont loupé les profits hier, aujourd'hui vous avez une très belle occasion de prendre les profits. Pourquoi? On a chuté, on est venu retester d'ailleurs ce niveau très important, et on est revenu chercher les la zone de rechargement de short du mouvement baissier. Voilà, donc c'est là qu'on prend les profits si vous aviez loupé avant. Et ça vous donne un trade avec, même pour les plus tardifs compris ici, avec quasiment 3 pour 1 de ratio risque, c'est-à-dire vous perdez 1 pour gagner 3. Donc en gros, mettons que vous faites un levier de 10%, eh bien vous perdez un levier de 10, excusez-moi, vous perdez potentiellement maximum 10% pour gagner 30%. Donc c'est un trade tout à fait correct. Et puis si vous l'avez pris bien entendu plus bas, ça peut même monter à un ratio 6. Donc encore plus intéressant. Donc bien entendu, comme je vous ai dit hier, ceci c'est pour les traders court terme, ceux qui visaient juste un petit rebond, donc avec grosse prise de profit, gros TP.
Par contre, ceux qui jouaient plus un swing et qui pensaient que là on avait trouvé un bottom et du coup là on avait trouvé un deuxième bottom, une vague 2 et qui joue la vague 3, vous bien entendu, ici c'est juste un petit TP, un petit TP de sécu ou un petit TP1, puisque vos objectifs sont beaucoup plus hauts. Vous, votre stop doit être sous les plus bas ici, bien entendu, voire même sous ce niveau, puisque c'est les objectifs principaux d'une vague 2. Mais là, c'est juste un petit TP de sécu parce que vous visez bien entendu un plus haut, puis une vague 1, une vague 2, une vague 3, voilà. Et vous, c'est plus ces objectifs que vous recherchez, on en a parlé hier, c'est tout simplement les zones de rechargement de short du dernier mouvement baissier et de toute la baisse. Voilà, donc vous, vos objectifs se situent plus entre les 28 200 et les 30 400. Si vous voulez même être plus précis, on peut faire, hop, un objectif par rapport tout simplement aux vagues. Et vous voyez que techniquement, alors je vais vérifier s'il n'est pas en logarithmique déjà, pour bien faire les choses. Non, c'est bon. 1,23,6, 1,38,2, 1,61,8 et techniquement 1,61,8, c'est l'objectif principal, donc les 30 000 $ pour une vague 3, mais bien entendu, vous pouvez commencer à prendre vos profits au 1,23, ça veut dire ce niveau-là, au 29 000 $. Donc vous, en gros, vos objectifs, c'est entre les 29 et les 30 000 $ pour ceux qui jouent une vague 3. Voilà, ceci étant dit, on va aller jeter rapidement un petit coup d'œil en daily sur les indicateurs. On va enlever le graphique. On va peut-être le nettoyer un peu. On va le nettoyer un peu maintenant, on n'en aura plus besoin. Hop. Hop, comme ça, ce sera un peu plus propre. Voilà. On va passer en daily. Et on va juste jeter un coup d'œil à 2-3 indicateurs. Donc, moyenne mobile. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu travailler la MA21, excusez-moi. On a rebondi, on a cassé la MA50 et là, aujourd'hui, on est venu s'appuyer dessus. Et pour l'instant, elle tient. Si jamais elle tenait, prochain objectif, ce serait entre les 27 900 et les 28 300. Si elle lâche, en dessous, on a la MA21, mais vu qu'elle a tenu difficilement ici, je pense qu'on va la casser et puis on ira faire des nouveaux plus bas. Si on prend maintenant les moyennes mobiles exponentielles, on est venu sous la MA21, mais vous voyez qu'on n'a pas chuté, on a essayé de recasser, hein, donc en général quand c'est comme ça, c'est plutôt bon signe, enfin ça dépend, hein, soit on va être rejeté, soit on va réintégrer justement, mais ça nous laisse une marge. On a fait un push, et on est venu tester la MA200 et la MA50, avec même une mèche pour aller tester la MA100, on a été rejeté, et là, voilà, il faut attendre la clôture de cette bougie, voir si on va clôturer au-dessus de la MA200 et la MA50. Je vous rappelle, hein, la MA200, c'est toujours la moyenne mobile la plus importante. C'est elle qui détermine les tendances baissières et tendances haussières, entre autres, avec aussi les Death Cross et les Golden Cross. Je vous rappelle qu'on a eu également la Death Cross ici. Et je vous avais dit que même avec les UMA, ça risquait de faire comme les moyennes mobiles classiques, c'est-à-dire au moment où on a la Death Cross ou juste après, on a un rebond. Vous voyez, ça va pas louper. Voilà, donc signal baissier, mais court terme, ça nous donne un rebond. Voilà. Et en général, ce rebond, il revient retester la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50. C'est exactement ce qu'on a fait. Maintenant, pour annuler la Death Cross, il faut repasser au-dessus de ces deux moyennes mobiles. Sinon, si c'est un rejet, eh bien voilà, la Death Cross sera validée et il faut s'attendre à une continuation baissière. Voilà, donc dans l'idéal, il faudrait déjà clôturer au-dessus des 26 900 et ensuite, bien entendu, il faudrait s'affranchir de la moyenne mobile 100 aux 27 300 et là, ce serait plutôt bon signe. Après, on repassera sur les moyennes mobiles classiques et bien entendu, il faudra passer les 28 000 $, repasser la moyenne mobile 200 également pour annuler la Death Cross sur les moyennes mobiles classiques et là normalement on est bien, il y a forte chance qu'on continue à la hausse. Ensuite, niveau d'Ishimoku, on est venu s'appuyer sur la Kijun qui a bien tenu, hein, on a fait des petites mèches en dessous mais elle a bien tenu, on a rebondi, on a cassé la Tenkan et on est venu chercher deux fois le nuage. Malheureusement pour l'instant il tient, il fait rejet et on a en support
la Tenkan. Donc on est bloqué entre le nuage et la Tenkan. Bien entendu, si on casse la Tenkan, on ira revisiter la Kijun, mais il y a de fortes chances que ce coup-ci, elle ne tienne pas. Au contraire, si on pénètre dans le nuage, on va rapidement aller rejoindre le haut du nuage. Hein. Ça joue comme un aimant en général. Quand on arrive à pénétrer dans le nuage, on est attiré par le haut du nuage. 27 800 $. On a également à peu près à ce niveau un gros plat de Kijun, vous voyez, aux 27 700 $. Donc c'est un niveau qui va pas être facile à passer, mais si on le passe, eh bien on sera entièrement bullish sur Ichimoku en daily. Ce sera plutôt bon signe. Hein. Au passage, on aura probablement la Lag Span qui cassera également sa Kijun. Donc voilà, passer les 28 000 $, c'est extrêmement bullish. Pour finir sur les indicateurs, MACD. Donc en daily, on est toujours bullish, hein, on est bullish depuis ici. Vous voyez qu'on a le stock RSI, il a croisé et il est repassé au-dessus de la zone de survente. Le MACD a croisé à la hausse et depuis, on est bullish. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le 3 jours. Et le 3 jours, on avait vu que là, on avait nos confirmations, puisqu'on a eu un croisement, on est repassé au-dessus de la zone de survente. Et il nous manquait quoi? La confirmation du MACD. Et ce qu'on peut voir, c'est que actuellement, on a potentiellement la confirmation. Potentiellement parce que bien entendu, c'est une bougie 3 jours et la bougie, elle est pour l'instant provisoire. Ça veut dire qu'elle sera définitive quand on aura clôturé, c'est-à-dire le 1er octobre. De là, si on rechute, elle va repasser en rose et le croisement sera annulé. Si on la valide, ce sera plutôt bon signe parce que, comme vous savez, quand on a les doubles confirmations, comme ici par exemple, en général, ou comme ici par exemple, ça nous donne des hausses importantes, des nouvelles jambes haussières. Voilà, bien entendu, il y a quelques ratés comme sur tous les indicateurs, mais ça marche quand même régulièrement. Alors, c'est pas forcément des bottoms finales, mais en général, ça nous donne quand même des jolis rebonds. Voilà, donc il faut attendre le 1er octobre que la bougie soit toujours verte et après, voilà, pour vraiment valider, il faudra une bougie supplémentaire, bien entendu. Mais si on a déjà une bougie de confirmation, sera déjà pas mal. Pour ça, bien évidemment, il faudra casser aussi, hein, hop là, je vous ai mis un niveau ici, hein. On a un niveau là, vous voyez, c'est pour l'instant celui qui fait rejet, il a fait rejet là, bon, avec une grosse mèche. Encore une fois, une mèche en clôture en dessous. Là, on est venu clôturer pile dessus, là, on clôture en dessous. Là, pile dessus, on est rejeté. Et là, vous voyez, pour l'instant, il y a une mèche, mais on est rejeté. C'est les 26 800 $. Ça nous fait, vous voyez, un joli W pour l'instant. Pas encore validé. Pour valider ce W, il faut, dans un premier temps, casser les 26 800 $, donc clôturer au-dessus. Si ça se produit, alors même en daily, hein, ça suffit. Ouais, vous voyez, non, en daily, c'est moins fiable. On l'a cassé déjà. Alors voilà, à chaque fois, on est revenu. Hein, c'est des petits fake out. Mais voilà, c'est mieux en 3 jours, au moins c'est plus propre, puisqu'on n'a aucune clôture au-dessus, on n'a que des mèches. Donc si en 3 jours, on clôture au-dessus des 26 800, on ira probablement rejoindre, comme je vous ai dit, aux alentours des 28 000 $. Et ensuite, si on casse les 28 000 $, ce sera très bullish. Et sinon, bah voilà, on ira sûrement faire des nouveaux plus bas. Voilà, on va s'arrêter là pour l'analyse court terme. Maintenant, on va s'intéresser au sujet du jour. Sujet très important qui est: quelles sont les conditions pour un nouveau bull run et est-ce que le halving a tant d'importance qu'on vous le dit? Et on va voir ça tout de suite. Et on va commencer par... Alors, par quoi on va commencer? Alors, on va s'enlever ça pour l'instant et on va commencer par le halving. Donc, le halving, pour ceux qui ne savent pas, s'il y a des nouveaux sur la chaîne, c'est un événement qui se produit environ tous les 4 ans. Donc, s'il me semble bien, c'est tous les 210 blocs. Non. Enfin bref, c'est au bout d'un certain nombre de blocs. Et du coup, ça nous donne environ tous les 4 ans. Et ce qui se passe lors du halving, c'est que la récompense accordée aux mineurs est divisée par 2. Donc la récompense au départ était de 50 bitcoins à chaque fois qu'il solutionnait le problème. 50 bitcoins la récompense. Après le premier halving, elle est passée à 25 bitcoins. Après le deuxième halving, c'est à chaque fois divisé par 2. Elle est passée à 12,5. Puis 6,5, c'est le niveau actuel. Et après le prochain halving, elle passera à 3,125. Ce qui veut dire que de moins en moins de bitcoins sont mis en circulation. Parce que les nouveaux bitcoins sont mis en circulation grâce aux mineurs. Les mineurs, on les récompense, puis ensuite, ils les remettent en vente sur le marché. Ça veut dire qu'il y a des bitcoins qui se créent. Mais
comme vous pouvez le voir, à l'époque, il y avait énormément de nouveaux bitcoins qui arrivaient sur le marché, puis un peu moins, un peu moins, un peu moins, et là, vous voyez qu'il y a une différence de presque 15, 15 et 15, 30 et 15, 45. Ouais, plus de 15. C'est-à-dire on a divisé par 15 par rapport au départ les nouveaux bitcoins qui entrent sur le marché. Donc effectivement, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais il n'y avait pas beaucoup de bitcoins en circulation. Là, je vous rappelle que le nombre maximum de bitcoins, ce sera 21 millions. Actuellement, on est à 19 millions quelque chose. Et encore, il y en a moins parce qu'il y en a qui ont été perdus, donc il y a peut-être 1 million qui ont été perdus. Mais voilà, on va prendre le chiffre, on est à plus de 19 millions de bitcoins créés. Ça veut dire qu'on va quand même aller jeter un œil sur CoinMarketCap pour donner des chiffres précis. Donc le bitcoin, on en a actuellement 19 499, donc presque 19 500, et ça veut dire 92,85%. Donc il faut bien vous mettre en tête qu'il reste que même pas 8%, 7%, 15%. Donc on va dire, on va arrondir à 7, parce que le temps que le halving arrive, il y aura pratiquement peut-être 7. 7%, il reste des altcoins à être produits. Et ces 7% vont être produits en plus de 100 ans. Je crois que c'est encore pratiquement 150 ans. Donc ça veut dire qu'ils vont être produits tout doucement. Pourquoi? Parce que, tout simplement, prochain halving, on n'aura plus que 3 bitcoins à chaque confirmation. Mais ensuite, au prochain, on en aura 1,1 et quelques, 1,6. Et ensuite, on en aura 0, machin, puis ensuite 0,00. Voilà, vous avez compris le principe. Donc, on aura de moins en moins, et les 7 derniers pourcents vont mettre plus de 100 ans avant d'arriver sur le marché. Donc, vous voyez bien que, effectivement, le premier halving, il n'y avait pas beaucoup de bitcoin. Il y avait peut-être, je vais vous dire des conneries, je n'ai pas les chiffres, mais il y avait peut-être que 5 ou 10 millions de bitcoins en circulation. Donc, bien entendu, les nouveaux bitcoins qui arrivaient des mineurs relevaient une importance capitale, puisqu'on est passé de, je sais pas, 5-10 millions jusqu'à 19 millions. Il y en a énormément qui ont été créés. Et donc, quand on a divisé par 2, en passant de 50 à 25, c'est énorme. On a perdu 25 bitcoins pour chaque gain de mineur. Et ensuite, on est passé de 25 à 12, donc ça faisait encore pas mal, ça faisait 12,5 bitcoins en moins. Donc forcément, ça a eu une influence énorme sur le prix du bitcoin. Mais maintenant, on va passer de 6 à 3. Ça veut dire que la différence, c'est 3. 3 bitcoins. Et de toute façon, il y a déjà 19,5 millions de bitcoins. Donc 92% des bitcoins, ils sont déjà là. Et les 7 derniers pourcents ils vont arriver, c'est l'offre. Voilà. Là, on parle d'offre et de demande. Donc là, l'offre diminuait fortement, mais là, l'offre, elle va diminuer que de très peu, que de 3 bitcoins. C'est encore la moitié, mais c'est que là, la moitié, ça représentait 25. La moitié, ça représentait 12. La moitié, ça représentait 6. Et là, la moitié, c'est que 3. Donc 3 par rapport à 25, forcément, ça aura beaucoup moins de conséquences. Et surtout, ce qu'il faut penser, c'est que là, il y avait très peu de bitcoins. Là, on a 92% des bitcoins. Donc les nouveaux bitcoins, l'offre, ça n'a plus d'importance. On a quasiment tous les bitcoins ont déjà été créés pratiquement, à 7% près. Donc bien entendu, l'offre n'a plus d'importance maintenant, les nouvelles offres. Donc en termes d'offres, ce halving, il aura vraiment beaucoup moins. Et on avait déjà parlé, je vous ai déjà parlé il y a plus de 2 ans, je vous ai dit, c'est le dernier halving où ça peut avoir vraiment des conséquences. Après le prochain, ce sera beaucoup. Et plus ça va aller, moins le halving aura de conséquences. Au niveau des gains. On va parler après par rapport au prix, enfin du moins une hausse du prix, une hausse importante du prix. Pourquoi? Parce que l'offre qui diminuait, là, elle diminue plus. On est déjà arrivé à 97% des bitcoins. Tous les bitcoins sont là pratiquement. Donc le peu qui arrive, ça change rien. Ça change rien. Il y a déjà 92% des bitcoins en circulation. Donc, si l'offre n'a plus trop d'importance, et vous savez, le prix dépend de quoi?
de l'offre et de la demande. Donc, c'est la première condition. Alors, je vais vous faire un petit topo. Pour avoir un nouveau bull run, il nous faut 3 conditions. La première condition, la plus importante, mais qui va dépendre un peu des deux autres, c'est tout simplement la loi de l'offre et la demande. Si la demande est supérieure à l'offre, le prix augmente. Si la demande est inférieure à l'offre, le prix baisse. Ça en va de même sur tous les marchés, dans le commerce. Donc si l'offre ne change plus, puisqu'on a déjà pratiquement tous les bitcoins en circulation, et il y en aura de moins en moins qui vont être amenés, ce qu'il faut pour avoir une hausse du prix, c'est une hausse de la demande. Mais ça, c'est pas le halving. Alors oui, le halving, psychologiquement, comme les gens s'attendent à que ça monte, il y aura peut-être un petit gain de demande. Mais c'est nous. C'est nous, ça, c'est pas les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants, ils connaissent même pas le halving, ceux qui sont pas dans les cryptos. Donc, c'est pas eux, voilà. Donc, il nous faut la demande. Et la demande, c'est qui? C'est soit des nouveaux arrivants. Alors, il y aura une petite demande, c'est nous, hein, qu'on a encore des stablecoins, on va en mettre un petit peu. Mais voilà. Mais sinon, c'est des nouveaux arrivants. Donc là, je parle des particuliers ou des gros portefeuilles. Donc que ce soit des pays, des banques, des fonds ou des gros investisseurs. Voilà. Les particuliers, on va commencer par eux. Ici, en 2010, premier bull run, 2011, combien de personnes connaissaient en pourcentage le Bitcoin? Je dirais entre 1 et 5% de la population mondiale. Si vous n'êtes pas d'accord, donnez-moi vos chiffres, mais là, je donne des chiffres à peu près, voilà. Ici, entre 2012 et la fin du bear market, enfin, même jusqu'à la fin du bull run, donc pendant ce bull run-là, 2012-2013, combien de personnes connaissaient le Bitcoin? Je dirais autour des 5, grand max 10%, et encore, je suis gentil. Pendant ce bull run, entre 2015 et 2018, combien de personnes connaissaient le Bitcoin? Alors je dirais qu'au début du bull run, on était probablement entre 10 et 15%, grand max 20 et encore. Par contre, à la fin du bull run, effectivement, on était plus autour de, je dirais peut-être 40%, voire 50% maximum de la population mondiale qui connaissait le Bitcoin. Maintenant, alors ici, le dernier bull run, je pense qu'on était facilement, enfin du moins à la fin du bull run, dans les 60, 70, 80%. Et maintenant, on doit être proche des potentiellement 80-90% de la population qui connaît le Bitcoin. Moi, quand je suis arrivé en fin 2017 et 2018, quand je parlais aux gens du Bitcoin, il y avait plus d'une personne sur deux qui ne connaissait pas. Donc, si je m'en tiens à ma propre expérience, on devait être l'ordre de 40% des gens qui connaissent le Bitcoin. Maintenant, là, depuis un an, quand je parle du Bitcoin, j'ai pas une seule personne dans mon entourage, et moi je rencontre beaucoup de monde, hein. Vous savez que moi je suis saisonnier, donc je rencontre énormément de monde, en plus de plein de pays différents, hein, vu que je suis à côté de Saint-Tropez, je rencontre toutes classes différentes, toutes classes sociales, et toute nationalité. Et forcément, vu que je suis dans les cryptos, ça m'arrive souvent de parler des cryptos et du Bitcoin. Il n'y a aucune personne, pratiquement depuis un an, qui m'a dit qu'il ne connaissait pas les cryptos et les bitcoins, du moins qu'on n'avait pas entendu parler. Alors, voilà. Je ne vais pas dire donc 100% connaissent, mais on doit bien être autour des 90% des gens qui connaissent les cryptos. Donc, forcément, la demande des particuliers, ici, alors là, il y avait, c'était les geeks, c'était les, voilà, mais ici, elle a augmenté fortement. Elle est passée peut-être 1 ou 2, 5% jusqu'à 10%. Là, elle est passée peut-être de 10% jusqu'à 50%. Donc, énormément de particuliers qui affluent. Et là, on est passé de 40-50% à 90%. Donc, on avait une demande, une augmentation de l'offre du Bitcoin. De la demande, excusez-moi. Énorme. Au niveau des particuliers. Mais maintenant, quasiment tout le monde connaît le Bitcoin.
Mais s'ils n'ont pas déjà investi dans le Bitcoin, est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils vont investir? Vous savez que tout le monde n'a pas les capacités, la détermination, le mindset pour investir sur ce genre de choses. Surtout que ça reste assez complexe. Alors, je pense que on a déjà tous ceux qui ont dû investir, pratiquement tous ceux qui connaissent le Bitcoin et qui doivent investir, ont pratiquement déjà tous investi à un moment ou à un autre. Ça ne veut pas dire qu'il y en a, ils sont partis, ils vont pas revenir, mais il n'y aura pas énormément de nouveaux arrivants. Pour avoir des nouveaux arrivants, il faudrait une démocratisation. C'est-à-dire des moyens plus simples d'acquérir du Bitcoin. Il faudrait peut-être que les banques proposent du Bitcoin, qu'il y ait des moyens très simples d'acquérir du Bitcoin, qu'il y ait des moyens pour sécuriser le Bitcoin. Ma mère n'achètera jamais du Bitcoin et une clé Ledger et va jamais mettre ses Bitcoins sur une clé Ledger et retenir une phrase avec des mots à retenir, etc. Par contre, s'il y a des solutions simples pour acquérir facilement du Bitcoin et qu'on lui garde en sécurité pour elle avec des garanties, peut-être qu'elle en achètera. Et c'est valable pour énormément de personnes. Donc il faudrait qu'il y ait une démocratisation, une simplification de l'accès pour choper maintenant des nouveaux arrivants. Parce que tous ceux qu'on a pu... toutes les catégories de personnes qui devaient rentrer dans le marché sont potentiellement déjà rentrées parce que tout le monde connaît le Bitcoin. Voilà, donc on résume. Première condition, offre et demande. L'offre, on est déjà à 97%, il y a pas trop, c'est fini, on a déjà pratiquement tous les bitcoins, donc elle va pas trop bouger. Et voilà, elle se réduit de moins en moins, donc ça n'a plus trop d'importance. La demande, les particuliers, il y aura des nouveaux bien entendu, mais pas autant que les derniers bull run où il y avait de plus en plus de monde. On est passé de 5, 10 à 30, 40, 50, 60, 80% des personnes. Maintenant, tout le monde connaît le bitcoin. Donc bien entendu, peut-être qu'il y en a, ils ont raté le coche, ils vont investir maintenant, mais ce sera très limité par rapport aux 2 derniers bull run. C'est ça que je veux vous dire. Donc, il nous faut autre chose que les particuliers. Il nous faut des gros investisseurs. Et effectivement, peut-être que les ETF vont permettre l'afflux massif de nouveaux investisseurs et donc de la demande et donc du prix. Voilà. Alors peut-être pas que les ETF, peut-être aussi juste des investisseurs qui avant n'étaient pas trop chauds, mais maintenant, vu que c'est de plus en plus régulé, etc., ils vont peut-être arriver. Voilà, c'est une des conditions, je pense, pour le prochain bull run, c'est les gros portefeuilles. Ce ne sera pas les particuliers. Bien entendu, il y aura toujours des petits particuliers qui vont revenir, quelques nouveaux, mais moins que par le passé. Là, ça va être le bull run des investisseurs, des gros portefeuilles. Et effectivement, s'il y a les ETF, ça pourrait aider à l'afflux massif de gros investisseurs. Voilà, donc ça, c'est la première condition pour un bull run. Mais cette condition dépend des 2 autres conditions. On va voir ça tout de suite. Je bois juste un petit coup d'eau. Donc, deuxième condition, mauvais graphique, le dollar. Le dollar, il faut qu'il soit baissier. Alors déjà, on peut voir ça depuis la création du Bitcoin. Premier bull run, on avait un dollar baissier. Ensuite, bear market, dollar haussier. Deuxième bull run, dollar, bear market. Bear market, dollar haussier. Troisième bull run, dollar baissier. Bear market, dollar haussier. On a trouvé un top sur le dollar au mois d'octobre, on a trouvé un bottom sur le Bitcoin au mois d'octobre-novembre. De là, on a eu une chute, de là, on a eu une hausse. Donc, potentiellement, début d'un nouveau bull run. C'est pour ça que j'ai mis une grande flèche rouge en pointillé et une flèche verte en pointillé. Et si on zoome un peu, on a trouvé là, mi-juillet, un bottom, peut-être provisoire, c'est peut-être juste un rebond. Et sur le Bitcoin, mi-juillet, un top potentiel. Et vous voyez que depuis, on chute et on fait rien. Donc espérons que ce soit juste un rebond et donc juste une correction. Par contre, si c'est pas juste un rebond, qu'on a trouvé un bottom et que la flèche rouge, pouf, elle est finie là, et que là on doit remettre une flèche verte et aller faire des nouveaux plus hauts, ça veut dire avoir une hausse pour le prochain mois, voire les prochaines années,
eh bien la flèche verte là est terminée. Et hop, et là ça va être une flèche rouge pendant les prochains mois, voire les prochaines années. Alors bien entendu, sauf si le Bitcoin doit jouer son rôle pourquoi il a été créé, c'est-à-dire de réserve de valeur, là peut-être qu'il pourra se décorréler du dollar. Il est inversement corrélé depuis sa création. Alors est-ce que il est prêt? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Il est peut-être encore un peu trop jeune. Peut-être que c'est le moment. Hein, peut-être avec les ETF qui vont sortir, du coup, voilà, ça permettra au gros portefeuille d'investir et il pourra jouer son rôle, hein, comme l'or numérique, donc son rôle de réserve de valeur. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a eu un dollar qui montait, le Bitcoin, comme tous les assets à risque, diminue parce que les investisseurs se réfugient dans les actifs moins risqués, d'où le dollar, puisqu'on a un dollar haussier, ils ne perdent pas d'argent puisque le dollar monte, du coup ils se réfugient dans le dollar. Donc ça c'est la deuxième condition qui va influer sur la première, puisque justement si le dollar il est haussier, les investisseurs vont rester dans le dollar et ne vont pas repasser dans les assets à risque, donc dans les marchés traditionnels et les cryptos. Donc on n'aura pas la demande des gros investisseurs. Et donc, pas de bull run. Donc deuxième condition, à elle-même c'est une condition, mais en plus elle influe directement sur la première condition qui est la demande. Ensuite, troisième condition. Si je retrouve l'indicateur. Hop, 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 liquidity. On va, hop. Alors c'est quoi ça la Global Net Liquidity? C'est tout simplement la liquidité qui arrive, vous savez, c'est les planches à billets, quand les gouvernements créent des nouvelles monnaies. Et là, c'est pas le truc des États-Unis, hein, c'est Global Net Liquidity. C'est-à-dire, alors je crois pas que c'est tout le monde, hein, je crois que c'est les plus importants. Hein. Donc on doit avoir, alors je sais pas en détail, mais on a peut-être les États-Unis, la France, le Japon, enfin l'Europe, le Japon, etc. Donc premier bull run, ça n'avait pas trop d'importance parce que le Bitcoin, il n'y en avait pas beaucoup, c'était pas connu, c'était un asset que voilà, dès qu'il y avait 1000 personnes qui arrivaient, voilà, ça pouvait faire monter le prix énormément. Mais vous voyez quand même que dans le premier bull run, on avait énormément de liquidités qui étaient créées, hein, des nouveaux billets qui étaient créés. Et ensuite, on a une petite stagnation quand même. Et le Bitcoin, il a fait quoi? Il a fait un petit bear market. Ensuite, on a repris la hausse, nouveau bull run. Nouvelle stagnation, regardez ici, on a monté là, nouveau bull run, stagnation, 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 bear market, bear market, bear market, bear market. Jusque là. Et là, on est monté, on a eu quoi? Nouveau bull run, regardez. Hop, énormément de liquidités qui arrivent, gros bull run. Et quand on s'est retourné et qu'elle a baissé, bear market. Là, février, massivement, hein, c'est après le Covid, massivement de monnaie émis, et on a eu quoi? Un gros bull run. Ensuite, ça s'est mis à plat. On a eu quoi? Une consolidation. Et une fois que ça a commencé à rechuter, bear market. Ensuite, on a eu une repetite hausse octobre-novembre. Ici, là, hop, on a pu monter. C'est là qu'on a pu monter. Et ensuite, ça a rechuté. Eh bien, ça stagne et ça chute. C'est pas pour rien. C'est tout simplement parce que gros afflux de capitaux, eh bien, ils sont investis dans les marchés à risque, et notamment dans le Bitcoin. Donc, si vous voulez un nouveau bull run, il faudra à nouveau un afflux de liquidité, un afflux de monnaie qui arrive par le Saint-Esprit, hein, et la planche à billets. Et encore une fois, ça joue du coup sur la première condition qui est la demande. S'il n'y a pas de liquidité qui arrive, eh bien,
il y aura beaucoup moins de demandes. Si il recommence à imprimer massivement et qu'on a un afflux de liquidités sur les qui vont arriver forcément sur les marchés, ça arrivera sur les cryptos et on aura, comme précédemment, un nouveau bull run. Voilà, donc 3 conditions pour un nouveau bull run. Bien entendu, une demande, une forte augmentation de la demande, puisqu'on a vu que l'offre, de toute façon, il n'y a plus trop d'intérêt. Et, bien entendu, $1 baissier, qui fera que les gens sortiront du dollar pour retourner dans les marchés traditionnels et les cryptos. Donc, augmentation de la demande, ça booste la première condition. Et une nouvelle création de monnaie, un afflux de liquidités, qui également sera reversé sur les marchés à risque et sur le Bitcoin, et qui encore boostera la première condition, ça veut dire la demande. Alors, ça ne veut pas dire que si on n'a pas les 2 dernières conditions, on ne peut pas avoir un bull run, mais ce sera compliqué et ce sera plutôt faible, puisque la demande sera faible. Par contre, si on a ces 3 conditions réunies, on a déjà une augmentation de la demande, plus $1 en bear market baissier et un afflux de liquidité, eh bien on aura, comme aux 3 précédents bull run, toutes les conditions réunies. Voilà, le halving, là-dedans, il avait peut-être énormément d'impact aux 2 premiers bull run, mais depuis, je pense qu'il a beaucoup moins d'impact, puisque c'est vraiment les autres facteurs qui ont surtout en jeu. Voilà, et si on n'a pas les autres facteurs, on n'a que le halving. Malheureusement, ça ne suffira pas à avoir un gros bull run. Le halving, par rapport aux mineurs, ça va pas nous donner un Bitcoin à 100, 150 000, 200 000 dollars. Au mieux, ce que ça peut nous donner, c'est un prix minimum. Hein. Et encore, ça peut peut-être changer dans les années à venir. Mais, je vous rappelle, hop, alors passer en daily, voilà. Alors, je vous rappelle que le Bitcoin a un prix réel, hein, c'est son coût de fabrication. Donc, c'est le canal là. En bas, on a le coût simplement de l'électricité. Et en haut, on a le coût total, ça veut dire avec l'investissement, c'est-à-dire avec le prix des machines. Et qu'en général, le Bitcoin ne va jamais sous le prix. C'est-à-dire quand il arrive au prix minimum, eh bien, ça commence à déconnecter les mineurs. Et voilà, du coup, il y a une baisse de l'offre. Et en général, ça augmente. Mais je pense que ça aura de moins en moins de conséquences, puisque même si beaucoup de mineurs débranchés, ensuite la difficulté s'ajuste. Et donc, le coût baisse. Bon, on peut avoir, vous voyez, des baisses de coûts ici. Donc ici, par exemple, on était à 14 000 $, et là, on est passé directement à 7 000 $. Et ça pourrait, si beaucoup de mineurs débranchés, là, effectivement, on est entre 16 et 27 000. Donc, vous voyez, c'est pas pour rien que les bottoms se sont faits ici. Hein. On l'avait vu déjà, ça, hein, bien avant le bottom, que ici, c'était bottom potentiel, et à 16 000 $, parce que c'était le coût brut du Bitcoin en électricité. Après, les mineurs, ils débranchent. Donc, en général, ça fait des bottoms. Mais on pourrait aller plus bas et tout simplement la difficulté s'ajusterait et on verrait un coût du Bitcoin qui diminuerait. Ça, c'est pas impossible. Et c'est probablement ce qui se passerait si on n'avait pas toutes les conditions réunies au prochain halving. Puisque la difficulté, puisque le coût, la récompense des mineurs vont être divisés par 2. Donc forcément, ça va déjà faire augmenter en premier le coût du Bitcoin jusqu'à 30 000 $. Donc je pense que ça va être ça l'important. Ça ne va pas forcément nous donner une hausse fulgurante, donc un nouveau bull run, mais un nouveau, alors voilà, 15 000, ouais, 30 000. Au prochain halving, ce sera 30 000, mais par contre un minimum. Voilà, peut-être que le Bitcoin ne redescendra plus en dessous des 30 000 $, sauf si beaucoup de mineurs sont plus rentables, débranchent, donc dans ce cas-là, cette courbe va redescendre, et elle va peut-être redescendre vers les 20 ou 15 000. Mais en aucun cas, ça sera suffisant à lui tout seul pour avoir un Bitcoin aux 80, 100 ou 200 000 $. Ça, il faut les 3 conditions que je vous ai données.
Voilà, j'espère que vous avez compris un peu tout ça. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Pour finir, on va juste aller jeter un petit coup d'œil sur un petit altcoin. C'est SUI, voilà, je l'ai partagé aujourd'hui sur Twitter parce qu'il est potentiellement en train de nous valider. Alors, c'est un peu exactement la même gueule que quasiment que Maverick qu'on a analysé hier. C'est-à-dire, il est sorti au mois de mai, hein, hier c'était le mois de juin, donc quasiment en même temps. Donc, forte hausse, hein, à son lancement. Et depuis, il chute, il corrige sous une très belle trendline, hein, une trendline parfaite, hein, on est venu la tester un nombre incalculable de fois. Ici, on a créé un petit support par 2 fois, qui a fait un gros rebond pour revenir chercher la trendline. On est revenu là, le tester 5 ou 6 fois, on l'a cassé, du coup résistance, résistance, encore une fois avec une mèche résistance, donc ça a créé un niveau extrêmement important. Au passage, on a fait un petit W, hein, W. Et là, potentiellement, en plus, c'est parfait, le timing est vraiment parfait, puisque avec cette bougie, potentiellement, on casse à la fois la trendline, parce qu'ils sont vraiment, c'est le point, des fois, à croire que c'est fait exprès, vous voyez. Parce que, ouais, on aurait cassé là, ou là on n'aurait pas cassé les. Mais là, c'est vraiment les 2 points se rejoignent, j'aime bien quand ça fait ça. On cassera en même temps la trendline et ce gros niveau de résistance, et on validerait au passage ce joli W. Donc, bien entendu, la bougie n'est pas clôturée. Normalement, il faut une clôture plus une bougie de confirmation, parce que ça peut être un fake out, hein. On peut, à la fin de la journée, on repasse en dessous, hein, ça nous fera comme ça, juste une mèche. Mais en tout cas, c'est le bon timing pour passer au-dessus, puisqu'on a la rencontre de la trendline et du niveau de résistance. Si on clôture comme ça, alors les plus prudents, hein, vu que c'est du long terme, hein, normalement, même les investisseurs, on devrait attendre une clôture weekly. Mais comme je vous ai déjà dit, sur ce genre de petit altcoin, ça peut partir extrêmement vite, hein. Après une clôture daily ou une confirmation, ça peut partir vite. Et la semaine prochaine, on peut déjà avoir pris 30, 40, 50, 60, 100%. Voilà, donc faites comme vous voulez. Si vous voulez être prudent, attendez le weekly, mais sachez que ça peut partir très 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 vite. Et on l'a vu dans les semaines passées avec d'autres altcoins qu'ils ont pris 30, 40, 50, 100% en l'espace d'un ou 2 jours, tout simplement parce qu'ils ont validé ce genre de structure. Donc de temps en temps, il faut prendre les risques. Et voilà. En tout cas, vous êtes à un bon niveau. Vous voyez, vous êtes à moins de 15% du bottom. Donc même en mettant un stop en dessous les plus bas, vous risquez 15 pour potentiellement gagner 20, 30, 40, 100, 200, voire si vraiment il devait partir très haut, beaucoup plus bien entendu. Un petit coup d'œil rapidement sur le... Oh, par contre, hein, il est nouveau. Donc bien entendu, comme d'habitude, alors il est 81 en market cap. Il est disponible sur toutes les grosses plateformes. Ça a du mal à suivre. Binance, KuCoin, Coinbase, Bitstamp, Kraken, voilà, donc toutes les plus grosses plateformes. Mais par contre, il n'y a que, encore une fois, hein, c'est le même genre qu'on a vu dans les jours précédents, que à peine 8% en circulation. Donc pareil, il faut aller voir la tokenomique. Il y aura 10 milliards au maximum, ils sont déjà tous créés. Et là, il n'y en a que 791 millions, donc moins d'1 milliard. Donc il y en a 7,92%. Donc encore une fois, surtout pour les investisseurs moyen long terme, il faut aller jeter un coup d'œil sur la tokenomique, voir comment les tokens vont être distribués, parce que ça pourrait faire chuter le prix par moment, avoir de très grosses corrections. Et bien entendu, si c'est du moyen long terme, allez faire aussi un petit tour du côté du fondamental. Pour les autres, si c'est plutôt pour du court moyen terme, voilà, le graphique peut vous suffire, hein, si vous prenez vos profits, bien entendu, dans la hausse. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner, à mettre un commentaire pour participer au giveaway. Le tirage au sort aura lieu lundi. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss!